Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Alain Dubrul est avec nous, le directeur de la gestion de Claresco. Bonsoir Alain. Bonsoir Grégoire. Adil Amor nous accompagne, directeur de la coordination stratégique d'Arkea Asset Management. Bonsoir Adil. Bonsoir Grégoire. Et Vincent Genzi est à nos côtés également, directeur de la stratégie d'investissement de Cholet Dupont Oudard. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là messieurs, ravi de vous retrouver. Vincent, la parole aux stratégistes sur l'analyse du court terme, ce qui a fait quand même le sel des marchés depuis quelques jours, cette séquence de liquidation avec peut-être un point paroxystique atteint hier et cette séance de rebond qu'on peut qualifier de rebond technique, j'imagine, à ce stade, Vincent. Oui, absolument. J'étais assez étonné quand même de la baisse des marchés hier. Je trouve que je regardais un peu ce qui se passait pendant la nuit et je voyais les futurs qui baissaient beaucoup. Et il ne faut pas oublier que les pays asiatiques, la Chine et le Japon étaient fermés au moment où la Chine a annoncé ses mesures de rétorsion. Vendredi, oui. Et donc, il était assez logique qu'il y ait une poursuite de la baisse, enfin en tout cas qu'il rattrape un peu la baisse des autres marchés qui avait eu lieu vendredi. Mais que derrière, les futurs américains et européens continuent à baisser beaucoup plus, c'était pas très logique. Sauf quand on sait qu'il y a de la psychologie qui rentre en ligne de compte, le doute, la peur. Et je pense que c'est ce qui explique l'accentuation de la baisse hier avec des niveaux de survente très très importants. J'ai écrit qu'on était probablement dans des niveaux où on aurait un rebond technique. On l'a vu à un moment donné hier soir à New York, il y a eu des fake news. Mais en tout cas, aujourd'hui, on voit qu'on annule en Europe à peu près la baisse d'hier, ce qui me semble assez logique. J'ai écrit également que quand on est entre moins 15 et moins 20% de baisse par rapport au plus haut, ce qui était le niveau qu'on avait atteint hier, on intègre déjà pas toutes les mauvaises nouvelles possibles. Mais c'est assez cohérent avec une analyse qui veut qu'on ait à 50% de chance d'une récession. Pour aller beaucoup plus bas, je pense qu'il faut que les probabilités de récession augmentent beaucoup plus ou que la guerre commerciale s'amplifie encore plus pour arriver à ces conclusions. Wait and see. Je pense que là, on est au mieux dans une phase de stabilisation, avec peut-être un peu de volatilité, certainement. Je ne suis pas certain qu'on puisse monter beaucoup plus haut, parce que par rapport au point bas, on a déjà repris à peu près 5% finalement. Non, mais il n'est pas exclu que la reprise technique puisse continuer un petit peu. Mais pour retourner vraiment la tendance, on n'y est pas encore. Là, il faut vraiment que l'idée de récession disparaisse, qu'il faut donc qu'il y ait un reflux assez fort de la guerre commerciale. Allons-y. Et puis on en a parlé. De quoi est-ce que ça va dépendre concrètement Non, mais je pense qu'aujourd'hui, les marchés se disaient Trump, c'est the art of the deal. Et là, on a un Trump qui est un peu lui-même et son entourage devenu un apprenti sorcier. Il rêve un petit peu. Et donc, je pense qu'il faut un retour au réalisme. Autour de lui, il y a des gens qui sont un peu plus réalistes et qui commencent à tirer le signal d'alarme. La baisse des marchés est probablement aussi un signal d'alarme pour lui, même s'il ne veut pas l'accepter. Mais bon, on n'est pas encore vraiment sûr que les choses vont se stabiliser. Ce serait assez logique, mais ça va prendre du temps. Et je crois que pour que les marchés reprennent une tendance plus haussière, il faut effectivement qu'il y ait des négociations qui se mettent en place, qu'avec l'Europe, dont on n'a pas beaucoup parlé, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore il n'y a pas eu de vrai début de négociations. La Chine, comme tu l'as dit, ça va être assez compliqué. Donc je crains quand même que l'incertitude reste et que ça bloque les velléités de hausse supplémentaire. Ouais, c'est ça. Au-delà même de la guerre tarifaire, le montant d'incertitude que Trump a généré va rester au moins en partie et au moins pour un temps. Il y a l'incertitude de la guerre commerciale, mais aussi l'incertitude sur la qualité des gouvernants. Et donc il y a un mécanisme de confiance qui est un peu rompu et ça peut revenir relativement vite. Ah oui. Mais il faut des preuves tangibles. Ouais. C'est ma vraie question, effectivement. Comment on rattrape la confiance qu'on a perdue en moins de 90 jours maintenant sous cette administration? Ça peut revenir, mais... Bon, il y a deux camps. Les marchés ont une mémoire de poisson rouge, ça j'entends assez souvent. Et puis il y a ceux qui se posent des questions un peu lourdes quand même sur la crédibilité de cette administration et les dommages qu'elle pourrait causer peut-être un peu structurels pour les actifs américains. On va en discuter, messieurs, mais tour de table sur cette séquence. Qu'est-ce que vous en retenez, Adil? Et partant de ce rebond technique, alors vous avez eu l'habitude, c'est pas la première fois dans votre carrière que vous vivez des moments de stress de marché, de liquidation, puis de rebond. On a tous les dictons, les vieux dictons boursiers qui nous reviennent en tête à ce moment-là, mais qu'est-ce qu'on peut attendre effectivement des marchés partant de cette séquence?
En fait, juste pour ajouter par rapport à ce qui a été dit, le marché, ce qu'il a intégré et ce qu'il n'aime pas, c'est l'incertitude. Je rappelle qu'en tant qu'investisseur, notre métier, je pense tous autour de la table, c'est quoi? C'est de pricer du risque. Voilà. Là, aujourd'hui, la grande difficulté risque, qu'on a... je précise juste, un risque positif ou négatif. Quel qu'il soit. C'est un jeu de probabilité. Voilà. On met un prix sur le futur. Voilà. Tout à fait. C'est exactement, c'est notre métier. On peut s'y tromper ou avoir raison. Voilà, mais c'est notre métier. La grande difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est au-delà même des mesures tarifaires qui ont été annoncées, c'est leur pérennité et la réalité de ce qui peut se mettre en place. Parce que tant qu'on n'a pas de certitude, on est strictement incapable de faire des mathématiques, de faire tourner nos fichiers, de voir un petit peu où est-ce qu'on peut aller. Donc ça, c'est la grande énigme et c'est la raison pour laquelle on a vu des indices de volatilité. Le VIX, on en a parlé, qui a touché 60, qui a rebaissé, mais en tout cas, on est sur des régimes extrêmement élevés. Ça, c'est un point qui est essentiel. Maintenant, sur cette séance, on a constaté quelque chose maintenant auquel on est assez habitué, c'est des flux globaux très différenciés qui se mettent à vendre de façon synchrone et organisée. Je rappelle que sur le marché actions, contrairement au marché obligataire, on a des institutionnels, on a des professionnels, mais on a aussi le marché des particuliers. Le marché des particuliers, spécialement aux États-Unis, c'est un marché qui est assez significatif. Et lui, quand il vend ou quand il achète, ça amplifie les mouvements. Au-delà des c'est toujours l'acheteur ou le vendeur marginal qui compte sur les marchés. Les gérants d'actifs, les détenteurs d'actifs ont du stock et ne bougent pas leur position au quotidien. Voilà. Exactement. Voilà. Donc maintenant, la question qui se pose, c'est... vraiment, c'est la question moi que je me pose aujourd'hui et à laquelle je n'ai pas encore de réponse parfaitement fine, c'est quel est le niveau d'exposition et de levier du marché. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, est-ce qu'il y a encore beaucoup de leviers chez certains fonds? Est-ce que les particuliers ont suffisamment vendu? En gros, est-ce qu'on est dans un marché qui s'est stabilisé pour commencer à analyser et à se projeter? Bon, quand on voit un petit peu techniquement ce qui se passe sur la séance d'aujourd'hui, on a l'impression qu'aujourd'hui, on est dans une pseudo-stabilité. À voir maintenant d'un point de vue fondamental, où est-ce qu'on va partir? Voilà, ça c'est vraiment l'analyse que l'on fait sur la séance d'hier, un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Bon, on le rappelait, c'est vrai que les chiffres arrivent avec quelques heures, quelques jours de décalage, mais sur la séance de jeudi ou de vendredi, je crois, après la séance de jeudi, on n'avait jamais vu autant de ventes de la part des CTA, un désengagement des actifs risqués, des actions de la part des hedge funds, pour dire les choses simplement, avec à l'inverse, côté particulier, des acheteurs. Jamais autant d'argent mis dans le marché américain pour acheter le creux de marché, comme on dit. Je crois que même ça a surpassé ce qu'on avait vu sur les séances Covid, pour dire les choses. Ça, c'était sur le marché action et la hausse des taux, c'est le corollaire et le pendant sur le volet obligataire des ventes de CTA aussi, même s'il y a des raisons fondamentales. Mais avec, on va dire, une volatilité sur les marchés obligataires qui augmente, ces fonds qu'on appelle CTA sont obligés de vendre. Ils sont obligés parce que la volatilité augmente, c'est un budget de risque, et donc il y a des covenants ou des choses qui sont... Des conditions à respecter. Des conditions à respecter, on vend. Et ça peut expliquer, parce que c'est une question que je vous poserai, mais ça peut expliquer que dans une séance de stress comme celle qu'on a connue hier, on a vu à un moment le 10 ans américain, mais le 30 ans également, reprendre jusqu'à 20 points de base. Alors, c'est une partie de l'explication. Censé être l'actif refuge ultime, si je ne dis pas de bêtises. C'est une partie de l'explication. Maintenant, moi je pense que l'explication elle est aussi fondamentale. Parce qu'on entend beaucoup dire que le 10 ans, le 30 ans américain, en gros, on price quoi? Les anticipations d'inflation et de croissance. Moi je pense que depuis plusieurs années, on price aussi l'anticipation de besoins de financement. Ça, c'est une nouveauté, c'est de la prime de terme structurelle. Voilà, donc ça, c'est des taux longs qui augmentent, des taux courts qui peuvent baisser, mais les taux longs doivent augmenter. Donc on intègre un volume d'émissions du Trésor plus important dans les années à venir, et notamment sur la partie longue de la courbe. Tout à fait. Alain, votre analyse, vos commentaires là, sur la séquence juste de commentaire marché sur du ce moment. qui a été dit. Effectivement, les particuliers aux États-Unis ont été plutôt acheteurs en réalité dans cette baisse. Donc, il faut attention, parce que si un jour ils changent de camp, c'est peut-être pas terminé en termes de flux. Deuxième chose, c'est sur la remontée des taux obligataires vendredi. Il y a deux lectures. Il y a soit on se dit, c'est l'idée que les craintes vont s'apaiser, que finalement la croissance restera, etc., etc. Ça pousserait à buy the dip. Ou alors, plutôt, moi je pense aussi l'idée que la Fed ne va pas faire grand-chose dans l'immédiat, parce que y a trop d'incertitudes, notamment sur l'inflation. Alors, elle a dit que l'inflation, c'est sa préoccupation première. Elle a quand même précisé qu'elle regarderait aussi le chômage. Donc, si ça commence à aller moins bien sur le chômage, peut-être que... Mais
on sent bien que dans l'immédiat, face à Trump, Powell, de toute façon, il sait qu'il va être viré. Donc il a aucune il raison. part déjà. Non mais il sait qu'il ne sera pas renouvelé. Et que, ça n'est pas renouvelé, oui. Voilà. Mais donc il n'est pas obligé. Partira le jour de sa date de départ. Il n'est pas obligé de. Foutu pour foutu, il n'est pas obligé de faire ce que Trump lui demande. Non, mais même s'il a été quand même assez bénévolent, il faut le dire. Ouais, mais cet argument-là, il est résiduel, j'imagine pas. En tout cas, la politique monétaire uniquement pour mais Trump, une question d'affrontement personnel. Non, mais Trump voudrait qu'il baisse les taux, que les taux baissent, que le dollar baisse et que le pétrole baisse. Marquis, il a presque réussi, quitte à flinguer l'économie, mais c'est un peu cher pour arriver à ce résultat. Mais en tout cas, moi, ma lecture de la remontée des taux vendredi, c'est plutôt une certaine fermeté de la Fed et de dire qu'il n'y aura pas de baisse de taux immédiatement. Du coup, ça reprice. Mais si c'est ça l'argument, ça ne pousse pas forcément pour acheter le creux, parce que ça veut dire que les problèmes restent devant nous. Maintenant, sur ce qui s'est passé ces derniers jours, oui, je crois que je pense que les marchés n'attendaient pas des droits de douane aussi élevés que cela, d'une part, et surtout un rationnel très étrange qui est que finalement, le but n'est pas de faire des deals pour dire tu baisses tes droits de douane, je baisse les miens, mais finalement, la punition est surtout vers les pays qui ont un déficit commercial très important. Et donc, par exemple, le Vietnam qui était taxé à 48%, qu'est-ce qu'il peut proposer en contrepartie? Pas grand-chose. Il se dit, moi, je vous mets mes taux à zéro si vous exportez chez nous. On n'a pas l'impression que ça va... S'il dit c'est zéro, c'est gratuit, c'est pas pour autant que les Américains vont leur faire une fleur. Donc, du coup, en fait, le problème, c'est qu'est-ce que le reste du monde peut négocier? À la limite, ne rien faire, voire contre-attaquer, mais à ce moment-là, Trump a l'air de dire qu'il fera encore plus, voir avec la Chine. Donc aujourd'hui, je ne vois pas trop l'issue de la négociation dans la façon dont ils ont posé les termes. Et ça, c'est ennuyeux. Il y a une forme d'impasse. Ils ont eux-mêmes créé une forme d'impasse. D'ailleurs, certains ont dit qu'ils ont mal fait leurs calculs et que ils n'auraient pas dû... c'était pas l'idée. Il semblerait que la façon dont c'était présenté n'était pas forcément le plan initial. Tu vois, qu'il y a une erreur de communication, à mon avis. Et donc la question, c'est comment vont-ils sortir la tête haute de cette impasse. C'est plutôt ça le problème. Maintenant, si on est encore un peu réaliste ou rationnel, on peut espérer que la réaction des marchés, etc., pourrait convaincre l'administration Trump qu'il faut essayer de trouver une sortie à cette impasse, si je puis dire, et obtenir des contreparties qui n'en sont pas, mais qui ont l'air d'eux, pour arriver vers un environnement plus stable. Maintenant, donc des petits deals, mais une grande victoire proclamée par Trump. C'est le côté un peu asymétrique de Trump. De toute façon, tout est une victoire forcément glorieuse. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on a obtenu. Disons, ce qui est difficile aujourd'hui, c'est la fake news d'hier après-midi, de dire maintenant on arrête tout et on prend 90 jours pour réfléchir. Ça paraît un peu, en termes de crédibilité, s'il fait ça... des gérants de hedge funds, puisqu'il est entouré de gérants de hedge funds aujourd'hui, type Bill Ackman, qui soutiennent et qui ont soutenu et qui soutiennent encore visiblement Donald Trump, demandent officiellement une pause de 30, 60, 90 jours dans les tarifs pour permettre une phase de négociation dans un climat de sérénité, si je puis dire. Alors, admettons que ce soit le cas. Après, ça pose, au-delà de qu'est-ce qu'on va voir à la fin, la question suivante, c'est comment ça situe les États-Unis sur l'échelle planétaire. C'est devenu un pays moins prévisible, moins forcément le dernier ressort, puisque c'est un pays qui ne tient pas forcément ses promesses et on ne sait pas où ça va. Et puis plus globalement, je dirais que cette agitation trumpienne, elle vient aussi dans un cadre où depuis quelques mois, la Chine multiplie les annonces disruptives sur la technologie, du DeepSeek, mais aussi il y a des choses sur les semi-conducteurs, il y a des annonces assez fracassantes dans l'automobile. Donc quelque part, même si, à la limite, si la marée redescend sur les questions tarifaires, on a une situation où le leadership américain sur la tech, par exemple, il est un peu challengé. Et ça, en termes de multiples de valorisation, on ne reviendra peut-être pas au même niveau qu'avant. Donc ça, c'est un point aussi d'attention. Très intéressant. Vincent, vos commentaires, puis je veux bien, encore une fois, l'histoire des taux longs, ça m'intéresse beaucoup. Pourquoi dans une séance de stress où logiquement la recherche de refuge pousse les investisseurs à aller sur des treasuries, des obligations souveraines américaines, pourquoi est-ce que ça n'a pas été forcément le cas? Alors c'est compliqué parce que dans la séance d'hier, il y a eu quand même un moment de la baisse des taux longs et puis il y a eu une remontée violente des taux longs ensuite, encore une fois, de plus de 20 points de base. On est remonté à 4,25 sur le 10 ans américain, c'est les niveaux qui prévalaient
avant les annonces du 2 avril. Le S&P est encore 5, 6, 7, 8% en dessous, peut-être, oui, mais il avait commencé à baisser avant. Ouais, je sais. Non, mais c'est pas un facteur unique, c'est une somme de facteurs qui ont été évoqués. Moi, je crois beaucoup aux besoins de financement. Je pense que le fait que Trump, pendant son discours, après avoir parlé des droits de douane, ait lancé tout de suite le contre-feu en disant, à côté de ça, on doit faire un plan pour baisser les impôts, pour améliorer la productivité américaine, la richesse américaine, etc. Bon, s'il baisse les impôts, on sait exactement ce que ça va coûter, mais s'il n'arrive pas à encaisser les droits de douane, il y aura une impasse. Donc les besoins de financement, je pense que ça a dû faire un petit peu tilt. Il y a eu des phénomènes monétaires aussi qui ont joué. Et puis, chaque fois qu'il y a des marchés où il y a des phases de liquidation, ce qu'on disait tout à l'heure, on a besoin de récupérer du cash. Et donc on ne vend pas ce qu'on veut, on vend ce qu'on peut. On ne vend pas ce qui perd 20%, mais on vend ce que l'on peut. Ce qui est liquide, donc on peut vendre de l'or, on peut effectivement. vendre des bitcoins, et encore, on peut vendre un peu de produits obligataires. Donc, et puis s'il y a eu des achats d'actions, il a fallu les financer aussi. À ce titre, c'est quand même assez... Enfin, quand on dit que les particuliers américains ont acheté beaucoup d'actions, il faut savoir qu'ils sont déjà aujourd'hui à un niveau historiquement élevé de détention d'actions. Donc, vis-à-vis des porteurs américains, la confiance n'est pas partie. Elle est toujours là. C'est toujours buy the dip. C'est pour ça que je crois que de toute manière, moi ce qui me ferait très peur pour nous en tant que gérants, c'est de voir ce trend de haussier qu'on a vu aux États-Unis depuis 2009 et qui commence à être très mûr et dont on sait qu'à un moment donné, il va s'arrêter naturellement. Est-ce qu'on y est déjà? J'ai pas encore aujourd'hui de raison de penser que le long bull market séculaire s'est arrêté. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas vendre et qu'il faut être plutôt attentif. Mais les phénomènes dont on a parlé, la confiance, une forte récession, etc., ça pourrait aussi amener ce mouvement. Donc il faut continuer à être très vigilant là-dessus. Les ménages américains sont plutôt confiants. À côté de ça, on a des indicateurs de fear and greed qui sont au plus bas. Alors les petits porteurs américains, enfin, ou les gros porteurs américains voient ça et ils achètent quand même. Peut-être parce qu'ils se disent que c'est un indicateur contrariant. Adil, sur le marché, je reviens juste sur votre question, Grégoire, sur le marché obligataire. Alors, ce qu'on a constaté, c'est que les taux longs, et même très longs, ont augmenté. La partie courte a augmenté, mais moins que les taux longs. Donc, en tant qu'investisseur obligataire, on doit vendre, etc. La partie longue, et je partage ce qui a été dit, à un moment donné, on doit avoir du cash, donc on doit vendre quelque chose, ça peut être la partie longue. Mais un investisseur, aujourd'hui, qui veut se réfugier et placer son cash, il a beaucoup plus intérêt à aller sur la partie courte que longue. Pourquoi ? La partie courte, c'est le reflet de la politique monétaire. Donc même si on anticipe des baisses de taux, elles vont se refléter sur la partie courte. La partie courte est beaucoup moins sensible que la partie longue. Avant d'entamer le capital, quand on a un rendement de 4%, il faut quand même des hausses de 300 points de base ou que sais-je, qui sont assez violentes sur un an. Donc c'est vraiment le safe haven, il est vraiment sur la partie courte. J'entends. Maintenant, vraiment, moi, et je milite pour ça depuis plusieurs trimestres, et vous le savez, la pontification des courbes, c'est une tendance structurelle vu les besoins de financement colossaux dans le monde entier. D'accord. Donc on revient vraiment sur cette thèse et le marché. Et la partie longue était peut-être mal ajustée encore par rapport à ces besoins-là. On s'était pontifié, on était monté sur un différentiel de 10 ans US. C'est pas la partie courte qui doit beaucoup plus baisser, c'est pas la partie courte qui est trop haute, c'est la partie longue qui est trop basse. À la limite, je n'en sais strictement rien. Pour être transparent. Tout ce qui m'intéresse, c'est en tant qu'investisseur, quel est le mouvement que ça va. Le mouvement. Est-ce que la partie longue doit être supérieure à la partie courte ? La réponse pour moi est oui. Pourquoi ? Parce que le besoin de financement à moyen long terme, il est significatif. Voilà. Et c'est ça. Et on va dire aux US, on avait eu, un aplatissement, donc une baisse de cet écart de taux, qu'on a renormalisé. Et pour moi, on est encore très bas par rapport à un niveau normatif qui doit être à 70 ou 80 points de base. Voilà. Ça, c'est quelque chose d'important. La Fed, qu'est-ce que vous en dites, Adil ? Parce que moi, j'ai en tête quand même que pour qu'on ait une vraie reprise de tendance haussière, il faut qu'au-delà des facteurs techniques, le mouvement soit quand même accompagné à un moment par un pivot politique. Alors soit ça vient de Trump qui arrive à pivoter tout en déclarant victoire, et ça j'ai aucun doute qu'il saurait faire, soit c'est un pivot qui vient de la Réserve fédérale américaine. Moi, ce qui m'embête avec la Fed en ce moment, c'est quand on voit les break-even d'inflation américains. Donc les anticipations d'inflation américaine, typiquement sur le ténor, donc le pilier 2 ans, on est au-dessus de 3%. Sur la partie longue, je crois que même à 10 ans, j'ai vu tout à l'heure, on était un peu en dessous de 2%. Donc sur le long terme,
les marchés disent calé. L'inflation finie, histoire ancienne, on n'en parle plus. Mais sur la partie courte, on a, là encore, cassé un covenant. Voilà, c'est vraiment la période. Et donc, quand on a ce type de choses, est-ce que la Fed peut agir et le marché price 4, 5 baisses de taux est-ce que c'est quelque chose de réaliste ? Dans l'état actuel du marché, la réponse est non. Et je rejoins aussi parfaitement ce qui a été dit tout à l'heure. C'est que, mais quel serait l'intérêt de Jérôme Powell de donner à Trump ce qu'il souhaite tant qu'il est encore à la tête de la Fed. Donc moi, aujourd'hui, le statu quo de la Fed, j'y crois encore quelques jours, voire quelques semaines. Et pour moi, aujourd'hui, d'un point de vue marché, le salut, il ne peut venir que de déclarations à droite et à gauche. Et on l'a vu hier, dès que la news sur les 90 jours est sortie, le marché rebondit. C'est de la nervosité, mais un salut structurel pour un rebond, on va dire tendanciel. D'accord. Donc c'est un pivot de politique, économique. Même pas, d'annonce. La parole de Trump, elle est encore performative de ce point de vue-là. D'annonces, on va dire, qui peuvent être interprétées de façon logico-cartésienne. Wow. Voilà, mais je ne sais pas aujourd'hui parce que, voilà, encore une fois, il y a de l'incertitude et je ne me permettrai pas de me mouiller. C'est un plus truc que j'ai observé de ma petite expérience d'observateur de marché. On peut avoir plein d'avis différents dans les marchés, mais un truc qui réunit quand même les acteurs ou les opérateurs de marché, c'est qu'ils aiment bien des argumentaires quand même un minimum structurés, quoi. On peut défendre plein de points de vue différents, mais l'idée que l'argumentaire soit un minimum cohérent, c'est quand même important, visiblement. Oui. Visiblement. Non, mais... moi, je verrais 3 points de vigilance. Et de ce point de vue-là, Trump, quand vous disiez il a cassé des covenants, je reprends une phrase d'un stratégie de Fundstrat qui a été citée, alors qui visiblement est le plus gros boule de l'histoire de Wall Street, qui a capitulé hier en disant, il a même fait un mea culpa, en disant on s'est trompé dans l'analyse des tarifs, ça n'a rien à voir avec une politique rationnelle. Pardon à mes clients, etc. On s'est trompé. Trump a cassé des covenants du capitalisme. Donc les covenants, c'est les conditions attachées quand on fait un prêt bancaire ou autre. Attention à ne pas dépasser tel niveau, etc., etc. Là, visiblement, pour certains, il y a quelque chose qui a cassé. Alors ça, en ce qu'on sait, moi je vois 3 points de vigilance. Le premier, c'est que si la bourse américaine est incroyable depuis plus d'une dizaine d'années, c'est qu'en fait, on attendait toujours par moments des ralentissements qui ne sont jamais venus, des résultats d'entreprises qui n'ont jamais ralenti, qui ont toujours été très bons. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Là, le premier point de vigilance, ça va être l'inflation. Parce que vous voyez, chaque mois, quand le CPI sort, tout le monde est là comme ça, avec 0,1 de plus, 0,1 de moins, et le marché prend plus ou moins 3%. Donc, pour l'instant, miraculeusement, serais-je tenté de dire l'inflation reste under control, même si les courbes d'inflation et la Fed elle-même dit qu'attention, attention, mais pour l'instant, on n'a pas encore vu le truc. Donc les prochains mois, le problème, c'est qu'en macro, ça prend un peu de temps à se voir, donc c'est peut-être pas encore tout de suite, mais à mon avis, avant l'été. Si ces guerres tarifaires, officiellement, elles sont rentrées en vigueur aujourd'hui ou demain. L'impact inflationniste... Pour la Chine, c'est demain. Si les 48% sur les chaussures vietnamiennes, les sneakers, ils vont prendre, même si c'est que sur 100 $, quand on le vend à 100 $... Ils ont dû faire un peu de stock quand même. Ça va créer encore un peu d'inertie supplémentaire. Les baskets à 100 $, elles sont achetées à 20 là-bas, donc 20, 45, ça fait qu'une hausse de 5 à 10%. Mais bon, au final, quand même, l'inflation, elle va finir par arriver. Donc ça, s'il y a un mauvais CPI... à un moment donné, le marché, ça va pas être bon. Enfin, il va pas aimer. La deuxième chose, c'est les résultats des entreprises. C'est la question que je voulais vous poser. Le T1, qu'est-ce qu'elles vont nous dire Et les commentaires. Et les commentaires, oui. Parce que les résultats des commentaires. Le premier trimestre, il était déjà fini. Voilà, parce que once again, encore une fois, la macro T1, c'était encore pas mal. D'ailleurs, vendredi, il y a eu des bons chiffres d'emploi et Trump a fait le malin en disant vous voyez, tout va bien, c'est merveilleux. Donc les chiffres T1, si ça se trouve, ils vont encore être pas mauvais. Côté US, en revanche, l'outlook, là, attention. Parce que, en fait, les boîtes arrêtent d'investir. Là, aujourd'hui, comment voulez-vous lancer un projet d'investissement, whatsoever, vous ne savez pas ce qui va se passer. Vendredi, il y a eu énormément d'annonces de M&A qui ont été annulées. Ah bah oui, IPO, M&A, tout ça, gelé à oublier, par comme exemple. à l'air glaciaire. Un exemple sur la cote française Veralia. En théorie, l'actionnaire brésilien qui a près de 30% a un projet de racheter à 30 € le solde. Bon, jusque-là, ça a coté à 30 € moins epsilon. Là, hier matin, c'est tombé à 25. Les gens se disent, oulala, ça se trouve. Et la boîte n'a rien dit, elle n'a même pas annulé. Mais c'est juste que la probabilité que ça saute. Et donc tout le M&A. Ça, c'est le prix de l'incertitude. Voilà, donc le M&A est à l'arrêt. Plein de banques sont. Plein de deals sont à l'arrêt. Les introductions en bourse, j'en parle même pas. Et donc vous imaginez que les entreprises, dans leur projet d'investissement, elles ne savent pas. Moi, j'ai une boîte de renouvelables qui veut faire qui a des projets aux États-Unis. Qui va vouloir signer un PPA aujourd'hui si elle ne sait pas si elle va acheter ses batteries à 100 ou à 200 ou à 300 compte tenu des taxes. Donc pour juillet, ça ne se fait pas. Donc il y a beaucoup de projets qui sont reportés.
Et ça, même si derrière on se réconcilie, tout va bien, ça va finir par peser. Le coût de l'incertitude, c'est aussi du non-investissement. Ah ouais. Et donc, c'est un début de Et ça peut faire plus mal que les tarifs, hein, on verra. Voilà, c'est un début de ralentissement économique. Donc là, attention. Ouais. Les données des prochains mois, c'est ce qui va être la clé aussi pour déterminer la suite de la course des marchés. Je pense que Vincent, ça doit aller plus vite. Si on est sur une échelle de 33 mois, je pense que les marchés n'attendront pas. Ouais. Ils vont repartir à la baisse. Donc il faut qu'on ait très rapidement des annonces concluante et que Trump puisse dire on est en train de gagner. Et donc je maintiens la pression sur la Chine éventuellement, mais vous voyez, les autres sont en train de se rallier à nous. On verra. C'est loin d'être gagné. Sur la Chine, petite parenthèse sur la Chine, là, de voir qu'on a fixé gentiment le yuan au plus bas depuis 18 mois ce matin, il faut le prendre comment ? C'est pas la grande dévaluation type 2015, bien sûr, mais c'est un petit rappel poli oui, mais où c'est une vraie ligne rouge que la Chine elle-même n'aurait pas envie de franchir. Chez les idéologues qui guident Trump, c'est une bonne chose que le dollar s'apprécie vis-à-vis de ces monnaies des pays exportateurs, parce que ça permet de compenser la hausse des tarifs. Donc je ne suis pas sûr que ça le freine beaucoup. Au contraire, on doit lui dire, vous voyez, c'est en train de se passer. Pour lui, c'est une victoire. Le scénario est en train de s'écrire. Mais bon, je pense qu'ils sont un peu apprentis sorciers et que, effectivement, ça mine un petit peu la confiance, très certainement. Je vous ai coupé, Vincent, je suis désolé. Oui, du coup, j'ai perdu le temps. Sur les nouvelles à attendre. Les nouvelles. Ah oui, c'est ça. Merci Adil. Je relance parce que je pense que tous les patrons de grandes boîtes américaines vont se saisir enfin pas des assemblées générales, mais de leurs commentaires sur les résultats trimestriels pour dire ce qu'ils pensent. Bah, bien sûr. En disant, bon, écoutez, on soutient toujours Trump, mais quand même, il y a ça. Donc là, ce qu'on a commencé à avoir depuis hier, une fenêtre d'expression je pense qu'il va y avoir politique une énorme libération de la parole lors de ces commentaires. Libération de la parole. Larry Fink a commencé. Il dit, alors, il est sans doute aussi dans une position de levier. Ils sont tous en train d'essayer de leverager un peu leur position face à Trump, etc. Visiblement, il ne les écoute pas beaucoup aujourd'hui, mais Larry Fink dit, tous les CEO que je rencontre, ils sont convaincus que les États-Unis sont en récession là maintenant. Mais ils vont tous se placer en position de conseiller. Ils ne vont pas dire Trump est un imbécile. Ils vont tous dire, mais on va faire passer des messages pour expliquer la situation. Encore faut-il qu'ils les écoutent. Là aussi, c'est la couleur. Donc, dans un papier de Bloomberg, des personnes qui suivent ça à Washington expliquent que les grands lobbyistes américains sont en train de conseiller à leurs clients corporate de ne justement pas aller faire apporter leurs doléances à la Maison-Blanche ou dans le premier cercle de Trump, parce que à ce stade, c'est contre-productif. Oui, à ce stade, c'est pas ce qu'il faut faire. En revanche, visiblement, les billionaires, les milliardaires, eux, visiblement, ils ont un accès différent et que, à partir du moment où ils sont milliardaires, ils ont le droit de parler d'égal à égal, enfin d'égal à égal, certainement pas, mais voilà. Et Musk aussi commence à ruer un peu dans les brancards. Il traite Peter Navarro, le conseiller au commerce de Donald Trump, de débile, quoi, de con, pour dire les choses simplement. Donc, non, mais la baisse du marché américain, elle était déjà d'à peu près 10%. Et on en était tous à se dire, alors qu'on savait que la guerre commerciale allait arriver, on attendait les déclarations. Et on disait, bon, Trump n'a pas vu, le marché n'a pas assez bougé, les dégâts n'ont pas été suffisants pour que Trump change un peu d'idée. Moi, quand j'ai écouté la déclaration de Trump, juste après, il y a eu une interview de Scott Bessent sur Bloomberg. Et la journaliste lui dit, mais vous avez vu que pendant que M. Trump annonçait les tarifs, les marchés ont perdu 4%. Ah, mais l'histoire nous montre qu'il ne faut pas écouter les marchés, surtout après la clôture. Venant de... Forget the markets for a second. Voilà ce que dit Donald Trump aujourd'hui. Alors après, il a d'autres KPI. Il est taux long, le prix des œufs, le pétrole, etc. Et pour l'instant, il est bien couvert, puisque oui, effectivement, ça a plutôt baissé de ce point de vue. Faire baisser le pétrole à ce prix-là, j'ose dire, c'est coûteux. Mais en même temps, c'est peut-être pas si mal que les marchés aient baissé brutalement, parce que ça... quelque part, ça secoue un peu les lecteurs moyens. Et donc, ça va remonter progressivement. On a quand même quelques... Alors, le point de Bessent étant de dire que la plupart des plans retraite 401k sont traditionnellement des 60-40, le fameux 60-40 américain. Alors, il n'a pas baissé de 15-20%, le 60-40 américain. Il a baissé de 10.
Il commence à avoir baissé de 10 maintenant, depuis le début de l'année. Donc 10, ça se voit. Ok, 10, Voilà. c'est une première marche, effectivement, qui peut être visible. Bon, qu'est-ce qu'on fait dans ces marchés? On n'a pas beaucoup parlé de l'Europe, mais qu'est-ce qu'on fait partant des niveaux de prix qui ont été atteints? Allez-y, prenez la parole. L'Europe, on dirait dans la relative pain. Pour une fois, d'habitude, c'est les US forever, les US toujours, vive les US. Enfin, vous vous souvenez, il y a 3 mois, il n'y avait que les US, IA, Stargate, 500, bref. Là, aujourd'hui, déjà, les US avaient un peu de plomb dans l'aile, mais là, visiblement, s'ils persistent, ça va être les premières victimes. Donc, quelque part, les US sont les premières victimes de tout ça, si ça continue. Ensuite, l'Asie, parce qu'ils tapent quand même très fort sur l'Asie, Chine, Vietnam, ils vont survivre, mais voilà. Donc, quelque part, l'Europe, au milieu de tout ça, le loser historique, quelque part, est relativement épargné. Premier point. Deuxièmement, on a quand même des multiples de valorisation qui sont assez bas. Et puis, pour une fois, on a des petites lueurs d'espoir. On a la relance en Allemagne, on a les plans de défense, et peut-être un cessez-le-feu en Ukraine. Enfin, voilà. C'est quand même des éléments de soutien. Et ça, c'est des catalystes qui restent valables. Oui, c'est ça. Je suis d'accord. Et, alors, par exemple, si on regarde les valeurs bancaires, effectivement, elles n'aiment pas. Grosse correction quand même sur les énorme correction. Alors, elles avaient beaucoup monté avant. C'était le secteur leader. Voilà, mais si on compare la performance des financières européennes par rapport aux financières américaines, c'est le jour et la nuit. Enfin, les américaines, elles sont triplées, quadruplées. Nous, on est encore très loin. Les profits n'ont pas évolué autant, je suis d'accord. Mais les banques européennes sont encore assez peu chères. Et là, on se dit, beaucoup de volatilité, risk-off, elles sont vendues très fortement. Mais finalement, les banques européennes sont assez peu présentes aux États-Unis. Et si l'économie européenne résiste malgré tout beaucoup plus que l'économie américaine, est-ce qu'une telle baisse est justifiée? Honnêtement, je me pose la question. Ah ouais, j'entends. Donc il y a ça. Il y a les secteurs type défense & co, où là, pour le coup, plus on se frite avec les États-Unis, plus il va falloir en faire chez nous. Et là, il y a eu un petit sell-off hier matin avec des trucs à Rheinmetall à moins 20 à l'ouverture, flat à la clôture. C'était à moins 10. Et aujourd'hui, à plus 10. Les valeurs de défense, c'est incroyable ce qui s'est passé. Bon, les gens ont voulu prendre des profits, mais la thématique nous, on y croit pas mal, mais elle est loin d'être terminée. Ensuite, alors évidemment, il y a les trucs classiques, les planques habituelles, les Danone, les utilities. Non, mais vous êtes un grand spécialiste des small cap aussi, Alain. Vous êtes un grand... Les planques habituelles, j'aime pas trop. D'accord. Parce que ça reste non, mais ça reste des trucs. Non, mais ça marche un temps, mais ça fait pas. Ok, d'accord. Bon. Mais vous êtes grand spécialiste des small cap aussi, Alain. Je regardais là. Elle résiste pas si mal. Voilà. Aussi. Alors c'est toujours une question de flux. Si vraiment on se tape à moins 25 aux US avec un grand soir, tout part quoi. Là, les phénomènes de liquidité font que les small, et même l'Europe globalement, tout est emporté quand le marché américain est trop faible. Mais en admettant que ça crache un peu, mais pas trop, normalement, le relative call reste favorable à l'Europe. Et dans ce contexte, pour une fois, oui, les small mid, elles sont beaucoup moins chères. 2, elles sont moins exposées, elles sont plus domestiques globalement, sur des thématiques pas inintéressantes. Donc oui, ça peut tenir. Puis elles sont déjà très sous-détenues. Elles sont peut-être un peu moins aujourd'hui qu'il y a quelques temps, mais elles restent, elles sont toujours très sous-détenues. Et là, là, d'ailleurs, year to date, maintenant, elles surperforment les large cap. Faut le dire, ça fait quand même première fois depuis 7 ans. Oui. Dans vos univers chez Arkéa Asset Management, alors il y a les taux, les actions également. Adil, qu'est-ce qu'on trouve comme opportunité? Est-ce qu'il y a des nouvelles opportunités par rapport aux précédentes qui sont là aujourd'hui dans le marché? Alors, sur les actions, juste pour compléter, en fait, au-delà des fondamentaux de l'Europe, etc., je partage ce qui a été dit, mais si je me place du prisme de l'allocataire d'actifs equity mondial, au niveau des pays développés, si on croit un tout petit peu que l'exceptionnalisme américain sur le volet equity, il prend du plomb dans l'aile, où est-ce qu'on peut aller sans l'Europe? Donc la thèse qu'on avait poussée ici même sur l'Europe, elle reste d'actualité. Et encore plus aujourd'hui avec des valos qui, on va dire, sont plus intéressantes. Il faudra voir les PE forward, etc. après update de ce qu'il y aura de la politique douanière. Mais globalement, l'Europe aujourd'hui en equity, est-ce que c'est le point d'entrée hier ou aujourd'hui? J'en sais strictement rien. Moyenné, en tout cas, on a une décote aujourd'hui qui est redevenue intéressante. Voilà, donc côté equity sur l'Europe. Maintenant, moi là où j'ai un petit penchant, forcément, c'est le marché obligataire. On a le marché du crédit qui s'est quand même pas mal écarté, 100 points de base, un peu moins aujourd'hui sur le high yield, 30 à 40 points de base sur les investment grade. Et l'avantage du marché obligataire corporate, européen j'entends, parce qu'en plus américain on est plus long, on est plus leveragé, donc je suis un peu moins fan aujourd'hui. Mais l'avantage sur le marché obligataire, c'est que on a un amortisseur de l'incertitude. Voilà, donc aujourd'hui, acheter pour capter du 6, 7, 8 de rendement, ça se trouve. Voilà.
potentiellement bénéficier de baisses de taux sur les taux sans risque, c'est quelque chose qui fait sens. Et il y a des niveaux aujourd'hui, je pense qu'il y a quelques mois, tout le monde les attendait. Ben maintenant, il faut franchir le pas. Et le rendement qu'on a aujourd'hui sur cette classe d'actifs en Europe, vous dites, elle compense, on est payé en fait, malgré l'incertitude. Alors, je vais être plus précis. Ouais. Aujourd'hui, quand on voit les spreads de crédit, donc les primes de risque crédit qu'on a sur le marché high yield investment grade, on est sur la moyenne des pourcentiles. On n'est ni pas cher, ni trop cher, aujourd'hui. Maintenant, quand on cumule la prime de risque et le taux sans risque, le rendement global, là, on est sur des niveaux qui sont très intéressants. D'accord. Et je le répète toujours ici, la prime de risque sans le taux sans risque ne veut strictement rien dire. C'est le global qui intéresse et qu'il faut considérer parce que c'est ça qui donne l'amortisseur in fine. Donc moi, je considère que c'est intéressant. Et sur cette thématique, en complément, on pourrait dire qu'aux États-Unis, le problème, c'est que pour ce qui est des taux, c'est que on a vu que pour des raisons d'inflation, etc., le potentiel de baisse des taux de la Fed, certains parlent de 4 à 5 baisses, moi ça me paraît pas évident. Bon, c'est certain, c'est le prix, c'est le pricing de marché, voilà. Donc ça me paraît pas gagné. Oui, voilà. Alors qu'en Europe, bon, même s'il n'est pas certain que la BCE le 17 avril fera quelque chose, mais on sent bien qu'en Europe l'inflation est maîtrisée, que ça va, et puis il y a moins d'incertitude. Donc globalement, le potentiel de baisse des taux de la BCE en Europe aujourd'hui, il est plus évident qu'aux États-Unis. Et le risque que l'économie s'effondre, il est moindre aussi, puisque, et donc quand on regarde le high yield ou même le corporate, le risque de défaut, d'une détérioration du risque de défaut, alors il ne faut pas se leurrer, si les US continuent dans leurs bêtises, tout le monde va souffrir. Nous aussi un peu, mais moins en relatif. Donc quelque part, le corporate et le high yield européen, entre des spreads qui ne devraient pas trop monter et des taux qui, eux, vont baisser, offrent un rendement intéressant. Bon. On verra le 17 avril, mais entre la baisse du pétrole, la hausse de l'euro, les arguments des ordos, l'inflation en Europe, elle est sous contrôle, des orthodoxes, ils ont pris là pour le coup aussi un peu de plomb dans l'aile. On a même un marché. Il y a une baisse de taux facile à faire en avril pour la Banque centrale européenne sans prise de risque. Voilà. Par contre, il y a un point, une phrase, toutes les boîtes ne se valent pas. Donc le crédit, oui. Mais c'est l'activité aussi. La micro plus que la macro. Vraiment, j'insiste. Vincent, stratégie de marché. Maintenant, mais si on revient un peu sur les valeurs et sur ce qui s'est passé, un autre élément qui montre bien ce phénomène de liquidation, c'est que les titres qui avaient très bien performé, quelle que soit leur qualité, ont énormément baissé hier. Premier point. Deuxième point, si on veut regarder parmi ces titres sur lesquels on peut éventuellement revenir, bon, alors, certains ont déjà fortement rebondi, les valeurs de défense, mais vous voyez, ce matin, en tout cas, les bancaires ne rebondissaient pas beaucoup. Donc, l'incertitude, elle flotte toujours. Le marché revient sur des titres sur lesquels il y a de la visibilité. Le VIX est encore autour de 40. Oui, bien sûr. Donc, dans cette incertitude, tant économique que de taux et géopolitique, la visibilité retrouve un certain prix. Donc, il y a tous ces titres dont l'activité est assez porteuse, sur lesquels il faudra revenir. Et si on a d'autres séances de liquidation, il faut le retenir, parce qu'il faudra probablement saisir à nouveau les occasions. Et ce qui m'a également intéressé ces derniers jours, c'est de voir le comportement de certaines valeurs de luxe qui ont déjà perdu, 50, 60, 70%, et sur lequel, visiblement, je pense qu'il y a quand même des acteurs qui commencent à revenir. Non mais LVMH à moins de 500 euros. De prix, ça devient franchement aberrant. Donc là, je ne sais pas si le pire, parce que il y a encore 2 jours, il y a une grande banque qui disait alors le secteur du luxe, l'activité en 2025, je passe de plus quelque chose à moins 5 sur le chiffre d'affaires du secteur. Bon. Donc c'est vrai mais tout ceci commence à être aussi un petit peu pressé. Et quant aux valeurs défensives, c'est vrai, c'est peut-être sympa, mais ça ne nous défend pas quand il y a un crack, puisque les gens viennent les vendre. Donc il faut vraiment trouver la qualité et dire que le marché est hyper sélectif, c'est vrai, et il va continuer à l'être. Donc il ne faut pas être trop inquiet, mais il faut quand même faire assez attention dans ses choix. Bon, je suis pas contre des valeurs américaines. Alors j'allais dire un mot quand même des Mag 7 par exemple, alors qui sont passés de Mag 7 à Bear 7, puisqu'on est sur des moins 20, moins 30 sur ces valeurs-là. Est-ce que c'est un bon point d'entrée pour une génération qui avaient hésité à en acheter chaque fois que ça montait, voilà. Les ménages américains en ont acheté. Donc, je pense qu'il faut acheter de l'Europe et des États-Unis. Ce qui est très intéressant sur l'Europe, c'est quand on regarde les discours des stratégistes, même de la presse, etc.
ce qui s'est passé, on n'a pas du tout cassé non pas le mythe, mais l'idée, la nouvelle idée que l'Europe est en train de peut-être de se reconstruire, l'autonomie stratégique, d'adopter de nouvelles formes de gouvernance, etc. Et ça, c'est vrai que c'est très positif. Ça reste un play long terme, mais qui reste effectivement, valable. Il faut se précipiter sur l'Asie. Je crois qu'on peut attendre peut-être encore un petit peu. Bon, on attendra peut-être de voir comment... Europe, États-Unis, oui. Qualité, oui. Et la Chine, tant qu'on n'a pas le grand Big Beautiful Deal avec la Chine, on attendra encore un peu. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Vincent Genzi, Cholet Dupont-Houdard, Alain Dubrul, Claresco et Adi Lamort, Arkea Asset Management. Merci.